Le monde ne finit pas d'être chamboulé. Oda nous fait bien comprendre que tant que Vegapunk diffusera son message, les révélations continueront et changeront One Piece à jamais. Dans la review de ce chapitre 1115 les bros, je vous invite à découvrir tous les secrets qu'il renferme et tout ce que vous devez savoir du siècle oublié, des armes antiques, de Joy Boy, mais surtout du monde englouti sommeillant sous nos pieds. Cette vidéo va alors se séparer en 3 parties, en commençant par découvrir à nouveau la réaction du monde aux récentes révélations de Vegapunk. On va ensuite se pencher sur le Gorosei qui met tout en œuvre pour stopper ce message, et pour finir, les nouvelles révélations du grand génie sur son monde qui concerne tous les mystères de One Piece que nous attendons de découvrir depuis plus d'une dizaine d'années. Préparez-vous bien, prenez de quoi boire, de quoi manger, installez-vous en n'oubliant pas de laisser comme d'habitude un petit like à cette vidéo pour me soutenir directement et surtout gratuitement. Merci à vous, et avant que l'analyse de cette review commence, je dois rapidement vous parler de quelque chose. Vous vous souvenez du bijou offert par Vegapunk à Jewelry Bonnie, censé être un cadeau de Kuma à sa fille pour ses 10 ans? Eh bien aujourd'hui je vous donne l'occasion de reproduire une scène au moins autant émouvante grâce au sponsor de cette vidéo. Je vous présente Noyau de Bois. Foutu Google Traduction, attends. Je recommence. Je vous présente Holzkern, une marque de bijouterie proposant pour hommes et femmes des montres, bagues, lunettes de soleil ou même des unicases, tous plus uniques les uns que les autres. Comment, me direz-vous? Car les produits sont fabriqués à base d'éléments naturels tels que du bois ou des minéraux avec de la pierre, du marbre et même du lapis lazuli pour des rendus authentiques et originaux. Mais Holzkern ne se contente pas que de seulement faire des pièces magnifiques, puisque leur bois est par exemple certifié FSC, un label garantissant que le bois utilisé n'est pas issu de déforestation. C'est vraiment le petit plus qui fait plaisir et qui d'une certaine mesure déculpabilise. Avoir des accessoires c'est bien, mais qu'ils respectent l'environnement, c'est mieux. Tous ces bijoux partiellement fabriqués en produits naturels se déclinent en tout un tas de variantes, autant du côté des bagues que des montres, faisant davantage ressortir ce côté unique mentionné plus tôt. En utilisant mon code promo Goji qui s'affiche à l'écran et en passant par mon lien en description, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre commande. Maintenant je vais voir avec eux pour faire un petit pendentif en forme de soleil. Peut-être que sur un malentendu ça va passer. Comme annoncé précédemment, focalisons-nous en premier lieu sur la réaction du monde au précédent message de Vegapunk, car même si ce n'est ni le plus intéressant ni le plus palpitant, 2 ou 3 trucs méritent d'être relevés. On commence par Momonosuke, qui entend et découvre que Joy Boy était un pirate tout comme Luffy. Je ne sais pas si vous aussi vous avez tiqué à cette phrase, mais ça signifie que le carnet d'Oden, là où Momonosuke a appris l'existence de Joy Boy et son amitié avec Zunesha, ne mentionnait pas ses activités de pirate. Ce qui signifie que lorsque Joy Boy était mentionné dans le carnet d'Oden, il était sous une autre appellation. On ne disait pas de lui qu'il était un pirate, mais qu'il était d'un statut différent comme celui de roi ou de guerrier libérateur par exemple. Roger et Oden ont tout appris sur Laftel, c'est Rayleigh qui nous a confirmé savoir toute l'histoire, donc le fait que Joy Boy fût un pirate était évidemment mentionné. Vegapunk n'est pas le seul à le savoir, surtout que lui-même avoue qu'il n'a lu qu'une petite partie des poneglyphes. Donc si le carnet d'Oden ne mentionnait pas Joy Boy comme un pirate, c'est qu'il a dû l'écrire à la toute fin, dans la page qui fut arrachée, celle mentionnant le One Piece et le trésor qu'il a dû accumuler durant toute sa vie de pirate. Le fait qu'il soit pirate a directement à voir avec Laftel. Il aurait été écrit dans cette page qu'en tant que pirate, il a accumulé un trésor qu'il aurait laissé sur Laftel, d'où la phrase de Roger. Voilà, donc ça c'était pour Momonosuke parce que je trouve son étonnement vraiment intéressant. Ensuite on a quoi? Eh bien on a Demaro Black qui revient dans un nouveau cosplay. Mais si, Demaro c'est le Gus là qui se faisait passer pour Luffy sur l'archipel Sabaody, oui. Bah maintenant, et va savoir pourquoi, il s'est cosplay avec son équipage en l'équipage de Kid, voilà. Bon alors si je pensais au tout début que c'était à cause de la défaite de Kid par Shanks, c'est donc Kid voulait prendre sa place, c'est pas vraiment sûr en fait, hein. Au contraire, Kid s'est fait fumer très récemment, il y a à peine quelques jours, et j'ai pas l'impression qu'ils ont eu le temps de se grimer et de se faire arrêter en même temps. Bon alors qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux ou les concernant? Bah pas grand chose, si ce n'est qu'ils sont dans la base du G4, c'est l'une des seules bases de la marine sur Grand Line que l'on n'a pas encore vue, et que la première fois que Demaro est apparu c'était après l'ellipse. Peut-être que cette nouvelle apparition signifie également une nouvelle ellipse. Ouais non, oubliez cet argument, il est à chier. Mais une nouvelle ellipse, pourquoi pas. En continuant dans les randoms, on voit Foxy pour la première fois depuis un sacré bout de temps. Il semble être absolument ruiné, ce qui m'a laissé penser qu'il a perdu tout son équipage, à part les principaux, dans plusieurs des Back Fight sans grande surprise. Certains membres du Baroque Works réapparaissent également, tout comme les Minx avec Carotte fraîchement devenue reine ou duchesse, et les révolutionnaires, choc barre de baiser comme on dit dans le jargon, d'apprendre des choses sur leur monde. Bref, comme je vous l'ai dit, et à part pour Momonosuke, toute cette partie du chapitre était assez anecdotique, surtout quand on le compare au reste en fait. On va monter d'un cran d'intensité en passant alors à la deuxième partie, le Gorosei.
Que se passe-t-il du côté de nos bons vieux doyens qui courent de partout paniqués des révélations que fait Vegapunk sur leurs petits secrets? Eh bien concrètement, ils courent toujours autant de partout et ils sont toujours autant paniqués, mais ils ne prennent pas le sujet à la légère. Mars par exemple confirme à nouveau pour ceux qui en doutaient que le Gorosei possède le Haki des rois en l'exultant partout dans le labo de Vegapunk afin de mettre hors d'état de nuire les Dendenmushi. Donc vraiment là, si vous doutiez encore du Haki des doyens, on peut plus rien faire pour vous. Blague à part, dommage que ce soit pas mieux dessiné dans une plus grande case parce que c'était vraiment une scène vraiment bien foutue. L'autre qui va nous faire frissonner est Venus Duro qui parvient sans mal à se libérer des géants, à s'élever plusieurs centaines de mètres pour d'un seul et unique coup d'épée scinder horizontalement Punk Record, libérant ainsi Séraphin et membres du Cypher Pole. Ça n'a beau être qu'un nuage, la scène est vraiment impressionnante, surtout vu la facilité avec laquelle il découpe l'île. Incontestablement, Venus Duro est dans le top des épéistes de ce monde. Plusieurs questions se posent alors, la première évidemment, que va-t-il advenir du Punk Record? Est-ce que la partie supérieure va finir par s'écraser en manquant de stabilité? Tant que le Mother Flame et le Punk Record s'y trouvent, normalement on n'a rien à craindre, toutefois j'ai toujours autant de mal à imaginer que ces deux éléments bien précis et précieux que cherche à récupérer le gouvernement restent ici sur Egghead. Je crois bien qu'ils vont réussir à bouger le réacteur et bouger le cerveau pour les ramener sur Marie-Joise et tout avoir à portée de main. En tout cas, ils ne sont plus du tout dans une dynamique de garder l'île le plus intacte possible sans rien détruire. S'ils pouvaient tout annihiler en un seul instant, ils le feraient et c'est pourquoi je reste toujours dans le sentiment que Mother Flame, ou du moins l'arme utilisant l'énergie de Mother Flame, sera déployée pour éradiquer la moindre parcelle de l'île du génie scientifique. Sinon, pour l'emplacement même d'une Dendenmushi, j'avoue ne pas avoir d'idée précise depuis tout ce temps et même n'y avoir jamais vraiment réfléchi. Toutefois, j'ai bien aimé la théorie de Nina sujet dans sa dernière review comme quoi Vegapunk l'aurait caché dans le robot géant antique. Je trouve ça plutôt cohérent, déjà car personne n'est censé savoir qu'il se trouve sur Egghead et donc impossible de se douter qu'il cache un émetteur à l'intérieur, et en plus ça expliquerait pourquoi Vegapunk était coincé dedans quand Luffy l'a découvert. Si vous avez de meilleures idées, alors n'hésitez pas à me le dire et à le commenter parce que vraiment je vois pas où il pourrait être localisé. Bon, et si on passait à la partie centrale de ce chapitre et de cette review finalement, le message de Vegapunk. Vu qu'il a dit beaucoup de choses et que tout doit être minutieusement analysé, nous allons y aller phrase par phrase, révélation par révélation. Cette fois, je vais tenter de vous condenser un maximum toutes les informations et les théories. Toutefois, le travail sera bien fait, je vous le promets, et je vous laisse le découvrir dès maintenant. Commençons par du très lourd. Vegapunk nous révèle qu'il n'a lu qu'une petite portion des poneglyphes qui sont un enregistrement d'une bataille massive du siècle oublié. Une bataille mettant en scène Joy Boy contre 20 royaumes s'étant temporairement alliés pour former à la fin de cette guerre le gouvernement mondial. Cette alliance était apparemment la seule façon pour eux de s'opposer efficacement à Joy Boy et à son armée, sûrement celle de l'ancien royaume à laquelle il appartenait. Vegapunk reste tout de même prudent et déclare qu'il ne sait pas comment a commencé ce conflit et qui sont réellement les bons ou les mauvais dans cette histoire. Ok, donc déjà on peut faire un bon gros point sur ce passage palpitant. Vegapunk ne nous apprend rien de concret, l'alliance de 20 rois contre Joy Boy et son clan reprend très clairement les dires de Clover à ce sujet, sauf que maintenant nous avons la certitude que Joy Boy était la figure de proue de ce mouvement. Concernant le principe de la bataille massive du siècle oublié, je spoil la suite de cette vidéo, mais Vegapunk dira effectivement que cette guerre n'est pas encore terminée depuis 800 ans, ce qui a déjà été sous-entendu dans le chapitre 1086 par le Gorosei en personne. C'est surtout Jupiter qui en parle en fait, mais peu importe, il précise bien que cette longue guerre toucherait à sa fin s'il parvenait à utiliser le pouvoir de Mother Flame comme bon leur semble. Bref, ça on verra après, ça sera un vrai gros sujet plus tard, mais là encore ça ne fait que confirmer les dires des précédents personnages. Durant cette révélation, nous avons l'immense honneur de voir un fragment de ce passé avec Joy Boy face à 3 rois. Pas n'importe quel Joy Boy puisqu'il était dans sa forme Nika, tout comme le dieu soleil. Alors ne vous attendez pas à voir plus que ça, dans le sens où ce que l'on voit actuellement n'est qu'une représentation visuelle des écrits poneglyphes que Vegapunk a lu. Je veux dire que si vous attendiez à voir le vrai visage de Joy Boy, normalement c'est mort, puisque même Vegapunk ne le connaît pas. Le seul personnage qui pourrait s'en souvenir est Timu, à la rigueur. Maintenant, concernant l'apparence de Joy Boy qui ressemble beaucoup à Luffy, eh bien c'est pas forcément vrai. En fait, c'est même pas du tout le cas. Joy Boy ne ressemble pas à Luffy dans cette illustration, mais à Nika. Tout comme Luffy ressemble au dieu du soleil quand il revêt cette forme. C'est totalement différent pour le coup et ça revient à dire que Kaido et Momonosuke sont les mêmes parce qu'ils se ressemblent en dragon, alors qu'en vrai il y a une petite différence dans leur forme réelle, non? En tout cas, je trouve ça très important de voir pour la première fois Joy Boy contre des rois en forme Nika, car même si je suis parfaitement d'accord avec Vegapunk et qu'on ne peut pas savoir qui était méchant ou gentil à cette époque, cette case est quand même un indice pas dégueu du tout. Ok, on ne sait pas qui avait tort à l'époque, mais on sait une chose, Nika est le guerrier libérateur. Il se battait
pour la liberté. Une notion, ma foi, assez positive et joyeuse, non? Alors qu'ils soient représentés se battant sous cette forme face à des rois et leur armée, me laisse quand même vraiment penser que ce sont les deux idéologies opposées qui ont mené à cette guerre centenaire. Oda a peut-être purement et simplement dépeint la guerre de sécession. Le principal facteur de cette guerre opposant l'Union à la Confédération était l'abolition de l'esclavage. C'était Abraham Lincoln, le président des États-Unis à ce moment-là, qui faisait partie de l'Union, qui demandait à la Confédération, les États du Sud, d'abolir l'esclavage, ce qui conduit à une guerre gagnée par l'Union et qui marquera la fin de l'esclavagisme aux États-Unis. Donc pour l'instant, je pense très sincèrement qu'Oda a juste purement et simplement basé le concept de sa guerre civile et morale sur les mêmes principes. L'Ancien Royaume, qui était beaucoup plus technologique et avancé, a décidé d'abolir l'esclavagisme que les autres royaumes pratiquaient à outrance, peut-être car justement ils étaient moins avancés que eux. Ce qui est intéressant dans la guerre de sécession aux États-Unis, c'est que ça n'opposait pas un royaume contre un autre. Non, ils faisaient partie du même pays, mais ils étaient divisés en plusieurs États. C'est peut-être alors le cas pour les 20 royaumes et l'Ancien Royaume, peut-être que le pouvoir de l'Ancien Royaume s'étendait partout dans le monde et les 20 royaumes s'étant rebellés faisaient partie de la juridiction de cet Ancien Royaume. Quand ce dernier a demandé que l'esclavage soit aboli dans tous les royaumes du monde, 20 d'entre eux n'étaient pas d'accord et Nika s'est éveillé pour retourner leur grosse daronne. Hop, la petite glissade, mais vous voyez où je veux en venir. Normalement, la cause reste et restera une opposition à la liberté des gens. C'est le sujet principal de One Piece depuis toujours et c'est le seul qui n'a pas été réglé. Ça expliquerait pourquoi le gouvernement mondial aujourd'hui a encore tant d'esclaves, car en gagnant face à l'Ancien Royaume et face à Nika, ils ont pu les garder et continuer à pratiquer leur manigouille. Ça expliquerait aussi pourquoi le roi de la précédente rêverie était Hamburger, le parfait sosie d'Abraham Lincoln. Ma réflexion est peut-être simpliste, mais pour moi l'apparition et la mention de Nika depuis le chapitre 1018 a révélé une grande partie de ce pan oublié de l'histoire. Le dieu du soleil se bat contre l'oppression et l'esclavagisme, Luffy se bat pour ça aujourd'hui, et le Joy Boy d'il y a 800 ans devait également se battre pour la même raison sous les traits de Nika. Et cette histoire s'étend carrément au dit, puisque nous avons, je pense, la confirmation aujourd'hui que Joy Boy en était un, et même que l'Ancien Royaume était composé que de dits. Là encore, je reprends les paroles d'Imu au chapitre 1085, les dits étaient nos ennemis d'autrefois. Pas besoin d'être très doué, l'ennemi d'Imu était l'Ancien Royaume puisqu'elle faisait partie des 20 royaumes qui l'ont combattu. On comprend encore mieux pourquoi le Gorosei et même Imu rejettent et renient les dits aujourd'hui, car quand bien même ils n'ont aucune conscience de leur passé, l'esprit et la liberté dans leur sang ne les rend que problématique pour un gouvernement mondial. Ok, bon, j'espère que vous êtes toujours là parce que maintenant on va passer à la suite du message de Vegapunk qui parle cette fois-ci des armes antiques, c'est un vrai bordel. En effet, Vegapunk explique que les armes ayant été créées pendant ce siècle oublié sont impossibles à recréer tant la nation d'où vient Joy Boy était avancée, même pour lui qui est l'actuel plus grand scientifique du monde. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy, mais les blessures que le monde a subies ne se sont jamais vraiment cicatrisées. S'il faut désormais voyager d'île en île, il y a 1000 ans, tout était différent et le monde avait plusieurs continents qui se sont retrouvés submergés suite à des catastrophes climatiques faisant augmenter de 200 mètres le niveau de l'eau en seulement un siècle, le même siècle durant lequel a vécu Joy Boy. L'ancien monde repose alors réellement 200 mètres sous les îles que jonchent Luffy et tous les autres personnages depuis 800 ans. Ok alors, bon là j'avoue, il y a encore beaucoup de choses à dire. Le sujet des armes antiques viendra après, tout juste à la fin en réalité, mais d'ores et déjà nous avons la confirmation à nouveau que l'Ancien Royaume était à l'origine des armes antiques. Déjà car Vegapunk explique que les armes créées pendant ce siècle sont impossibles à reproduire aujourd'hui, et parce que ça fait écho avec le chapitre 967, que dis-je, le légendaire chapitre 967, où nous voyons Roger visiter un peu tous les peuples, dont les hommes poissons. Il s'intéresse pas aux armes antiques, mais aux peuples qui les a nommés armes antique d'après Rayleigh, ce même peuple qui aurait laissé un vaste trésor quelque part. Vous l'aurez compris, on parle du trésor du One Piece, mais aussi du peuple de l'Ancien Royaume, de Joy Boy, tout simplement. Nous avons donc cette confirmation, mais aussi l'explication de pourquoi les Minks ont migré sur Zou il y a 1000 ans précisément, peut-être en prévision d'une grande guerre qui allait avoir lieu dans 2 siècles, car une prophétie l'aurait annoncé. Également, Vegapunk précise que le siècle oublié prit fin à la défaite de Joy Boy, or dans le dernier chapitre, il disait que Joy Boy était né il y a 900 ans. Alors oui, si on calcule bien, Joy Boy avait une longévité supérieure à la moyenne et a sûrement vécu 100 ans durant tout le siècle oublié. Ok, maintenant parlons de cette grande révélation qui concerne le monde englouti qui sommeille dans les océans. Pas de doute, Vegapunk ne ment pas car l'illustration que nous avons au même moment de cette révélation montre une cité engloutie à l'architecture totalement similaire à celle qu'on a pu voir de l'Ancien Royaume. Du coup, j'ai pris un peu de recul et je verrai différemment Whole Cake Island par exemple. On dit de ce royaume qu'il est composé de plusieurs archipels, mais en fait, c'est sûrement juste les restes d'un pays encore plus grand, et si on enlève 200 mètres d'eau à tout ça, on tomberait sur un nouveau véritable continent. Par
Pareil pour Port Town. Je vous disais dans le dernier iceberg sorti le mois dernier que ce pays était sûrement très lié à l'ancien royaume du siècle oublié pour la présence d'un poneglyphe. Bah ouais, mais pas seulement, puisque c'était littéralement la preuve que le monde a subi un vrai déluge et que le royaume de Port Town a été englouti, servant désormais de lieu de repos pour les monstres marins. J'ai checké la mini-aventure d'Octi aussi pour rester dans le thème marin, et effectivement au chapitre 214 on y retrouve les restes d'un village d'hommes-poissons, sauf qu'il y a 800 ans ça devait être un véritable village sur la terre ferme. Que pouvons-nous alors conclure de tout ça? Eh bien c'est peut-être déjà l'explication de pourquoi Wano a fermé ses frontières il y a 800 ans, le clan Kozuki l'a fait pour éviter de revivre le même chaos. C'est peut-être pas facile à expliquer ni à concevoir, mais il y a 800 ans, Wano avait une cité qui est aujourd'hui engloutie. Sauf qu'il faut rajouter à ça que ce Wano avait déjà survécu à la montée des eaux de 200 mètres. Donc le vrai Wano Kuni avant le tout premier déluge se retrouve encore 200 mètres plus bas. Par la crainte de revivre ce même cataclysme, Wano a fermé ses frontières et les citoyens ont migré volontairement vers le sommet afin d'éviter de revivre l'inondation qui détruira leur île. C'est aussi la raison pour laquelle Momonosuke n'a pas décidé de réouvrir son pays maintenant, car ce n'est pas le moment, car Pluton doit être libéré mais pas tout de suite, et de toute façon, le monde risque à nouveau de couler dans les océans, donc bon, flemme que ça recommence quoi. L'autre truc absolument passionnant de cette révélation est que Vegapunk nous apprend purement et simplement que le monde de One Piece représentait une sorte de Pangée à cette époque, un regroupement de toutes les terres. Bon, là mon gars, c'est pas mon domaine du tout, puisque c'est encore une fois Nina qui aura théorisé cette révélation il y a 6 ans, bref, on joue pas du tout dans la même cour, je vous invite toujours à suivre sa chaîne si vous voulez vous faire spoil le One Piece avant l'heure. Oui, parce qu'à l'époque, on avait tous théorisé que la Pangée était peut-être un élément important du siècle oublié, suite au chapitre 906, mais on s'était inspiré de théories déjà existantes. Si vous voulez l'original, vous savez où la trouver, c'est en description. En tout cas, le château de Marie-Joise qui se nomme Pangea est une belle référence au passé qu'ils ont effacé. Est-ce que finalement ce n'est pas lui le vrai nom de l'ancien royaume? Clover le disait, la clé de tout repose dans le nom de ce royaume antique. Aujourd'hui nous apprenons que le monde était composé que de continents tels la Pangée, alors peut-être que l'ancien royaume se nommait lui-même Pangea et que la simple révélation de son identité permettrait de comprendre le passé que Vegapunk est en train de révéler actuellement. Comment a été provoqué un tel cataclysme? Comment le monde a pu être englouti sous les eaux? Vegapunk déduit que ça n'a rien à voir avec des catastrophes naturelles, ça vient de la main de l'homme. Lorsqu'il a découvert que la mer allait s'élever d'1 mètre, Vegapunk a conclu que les armes antiques ayant englouti le monde il y a 800 ans existent encore aujourd'hui et qu'elles attendent le jour où elles seront utilisées à nouveau et que la grande guerre du siècle oublié n'est toujours pas terminée. Vous l'aurez compris, c'est le sujet final de ce chapitre qui nous révèle et nous confirme que ces derniers jours, une arme antique a bel et bien été utilisée. Quelle est la cause de cette montée des eaux et que de manière générale, leur utilisation il y a 800 ans a véritablement plongé le monde dans le chaos. Forcément, on va devoir retourner sur le sujet Mother Flame puisque c'est suite à son utilisation que le niveau de la mer s'est élevé très récemment. Enfin, c'est ce qu'on pense, il n'est cependant pas impossible qu'un autre événement ait eu lieu et qu'il en soit à l'origine. Peu importe, on va quand même se baser sur Mother Flame pour le moment et sur Imu également, car Oda tend vraiment à nous faire croire que ce qui a détruit l'Ulusia est une arme antique. Les deux seules possibilités que je vois, si on nommait d'office une 4e arme antique, c'est que Uranus ou Pluton a été utilisé pour détruire l'Ulusia, et voyons les arguments pour Pluton. Pluton est une arme antique pouvant être construite, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est également un bateau, une véritable monstruosité de l'ingénierie navale qui se trouve sous Wano Kuni. Son pouvoir peut effacer une île de la carte et pour le coup ça colle plutôt bien avec ce qu'on a vu de l'Ulusia et sûrement celui aussi d'Enies Lobby vu que la superficie du trou semble similaire. Comme je disais, cet engin se trouve aujourd'hui sous Wano, c'est en tout cas ce que le poneglyphe d'Alabasta laisse sous-entendre, donc si Imu en possède véritablement un, soit ça signifie que Pluton n'est pas vraiment sous Wano et que Imu le possède, soit qu'ils ont été capables de le recréer. Le problème avec ça, c'est que le gouvernement voulait les plans de Pluton. Ce désir représente les fondements de l'arc d'Enies Lobby d'ailleurs, donc s'il est presque évident qu'à un moment ou l'autre, un autre Pluton en plus de celui de Wano sera construit pour créer cette force d'opposition, je doute que ce soit celui d'Imu. Autre problème, Pluton est un bateau, si on se base sur les facts, alors que l'arme ayant détruit l'Ulusia était un objet volant non identifié, un ovni exactement, chose assez différente de l'arme antique des enfers. Alors même si Pluton est possiblement l'arme ayant été utilisée par Imu, quelques éléments rendent la vie dure à cette théorie. Qu'en est-il d'Uranus alors? Moi qui ai théorisé qu'Imu représentait cette arme antique, vous allez sans doute croire que je vais opter sans hésitation pour l'utilisation de cette arme antique dans la destruction de l'Ulusia, n'est-ce pas? Eh bien oui et non, parce que c'est vrai que là nous avons un engin volant utilisant l'énergie de Mother Flame, ce qui est tout de suite plus adapté à une arme antique portant le nom du dieu du ciel. Pourtant, eh bien c'est tout.
même si ça peut me suffire, je voyais surtout Uranus influencer le climat, et avec les révélations que nous avons maintenant, cette arme antique aurait pu déchaîner la pluie sur Terre pendant des jours, des mois, des années, et faire assez grimper le niveau de l'eau pour submerger le monde. J'en avais parlé dans ma review du chapitre 1089, justement, que c'était à cause d'une montée des eaux que le gouvernement mondial s'était cloîtré en hauteur, et pour parler du déluge biblique, il est fait mention que la pluie a inondé le monde, allant jusqu'à submerger les plus hautes montagnes. Donc j'ai quand même du mal à voir Uranus différemment qu'en tant qu'arme contrôlant le climat. Bref, qu'est-ce qu'a utilisé Imu alors avec Mother Flame? Eh ben, honnêtement, j'ai toujours la sensation qu'Imu est une arme antique, la voir apparaître pendant le discours de Vegapunk conforte ce ressenti, et il est évident que l'essence du Mother Flame permet de développer une puissance similaire à ces armes. Peut-être qu'elle est la seule à pouvoir contrôler cet ovni qui date du siècle oublié de l'ancien royaume avec leur technologie de fou, et qu'il faut l'essence du Mother Flame pour dévoiler toute sa vraie puissance. Un autre argument que j'ai relevé pour dire qu'Imu est à l'origine de la montée des eaux, le Gorosei dit d'Imu qu'il est le créateur du monde. Si c'est bien Imu qui engloutit le monde, alors Imu est effectivement le créateur du monde, un nouveau monde quand l'ancien lui est 200 mètres plus bas sous les eaux. Bon bah... ça ne nous aide pas beaucoup finalement tout ça. Maintenant j'aimerais quand même vous parler du mythe autour de l'inondation et de la disparition de l'ancien royaume. Vous allez sûrement entendre parler de l'Atlantide ou du continent de Mu, ce qui est normal puisqu'il s'agit des plus anciens mythes de royaumes engloutis, les plus populaires aussi. Moi je vais vous parler d'une autre cité qui, comme vous allez le constater, colle étrangement avec les révélations faites dans ce chapitre, la cité engloutie de Dwarka. Pour faire court et simple, Dwarka était une ville sacrée de l'hindouisme, car bâtie par un dieu, Krishna. Elle était puissante, prospère et apparemment avait une grande avancée technologique. Des suites d'une bataille mettant en scène une machine volante et l'utilisation d'une arme venant du ciel déployant de l'énergie et faisant tomber le feu sur la ville, elle fut submergée le jour où Krishna a quitté la Terre pour rejoindre le monde spirituel après 125 années. Vous aurez compris pourquoi c'est autant intéressant, une ville prospère et avancée technologiquement gardée par un dieu qui se retrouve englouti après avoir été attaqué par un vaisseau utilisant de l'énergie, c'est totalement l'ancien royaume, avancé technologiquement, gardé par le dieu Nika Joyboy, englouti ou détruit par une arme similaire à Mother Flame. Oda se serait peut-être inspiré de ce mythe, alors oui, mais peut-être plus encore. Mother Flame est concrètement l'idée qu'on se fait de l'énergie et de la bombe nucléaire, je pense qu'on est d'accord là-dessus et c'est d'ailleurs exactement ce que je disais dans ma review du chapitre 1086. Dans les mythes hindous, il existait une arme nommée le Brahmastra, que j'ai découvert à l'époque du chapitre 1060, la première utilisation de Mother Flame, et voici ce qu'on en dit. Il est décrit comme une arme enflammée qui crée une terrible boule de feu s'enflammant, de terribles flammes et d'innombrables éclairs de tonnerre horribles. Lorsqu'elle est déchargée, toute la nature, y compris les arbres, les océans et les animaux, tremble. Le ciel s'entoure de flammes, les glaciers fondent et les montagnes se brisent. C'est proche, très proche de Mother Flame, hein? On est d'accord. Et encore, je remarque que je n'ai pas parlé de sa version ultime, le Brahmashirastra, qui, donc le véritable pouvoir est la capacité de supprimer l'existence d'une personne du passé, du présent et du futur. Et une fois tirée, la flèche anéantira immédiatement leur existence. Et parce que si quelque chose n'a jamais existé et n'existera jamais, il est impossible d'imaginer cette entité sous quelque facette ou forme que ce soit, exactement comme notre cher Lulusia, qui n'a jamais existé. Voilà, voilà. Eh bien, ça semble être la représentation de la bombe nucléaire des mythes hindous. Mais ce n'est pas tout. Encore plus intéressant, le père de la vraie bombe nucléaire, Oppenheimer donc, avait appris le sanskrit pour lire le Bhagavad Gita, dans lequel était écrit « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Now I am become death, the destroyer of worlds. Vegapunk étant à l'origine de la puissance de Mother Flame, pouvant être utilisée comme une arme de destruction, a sans le savoir recréé une énergie qui peut apporter le bien dans le monde comme le mal, une énergie utilisée par une arme antique capable de détruire les terres, telle une bombe nucléaire. Les mythes hindous auraient inspiré Oda dans la création de Mother Flame et surtout dans son utilisation d'armes antiques capables de faire pleuvoir la destruction, de détruire une île et tout ce qui y vit, telle une bombe nucléaire. C'est peut-être ce qui aurait détruit Dwarka et donc ce qui aurait détruit l'ancien royaume de la même manière. Merci d'être resté jusqu'ici, beaucoup de choses à dire, ce n'est pas évident mais j'espère quand même que vous kiffez, alors n'hésitez pas à liker si c'est le cas, merci à vous. C'est l'heure de continuer avec vos questions dans ce nouveau courrier de Goji. Comme d'hab, répondez aux commentaires épinglés sous cette vidéo et je choisirai les questions les plus pertinentes pour la semaine prochaine, c'est parti. Merci pour tes vidéos, c'est toujours un plaisir, merci à toi bro. Ma question, est-ce que l'ancien royaume aurait un lien avec Cambelt, un endroit protégé par les monstres marins que seul le gouvernement peut traverser? On peut s'imaginer que l'ancien royaume soit sous l'eau dans cette zone. Alors,
j'y ai pensé aussi pour le lien avec Calmbelt. De toute façon, cette zone n'est ni normale, ni réellement exploitée par l'auteur pour l'instant, donc elle aura son moment, à un moment ou l'autre, du coup, c'est évident, et elle cache un secret. J'arrive pas à retrouver cette ref aussi, mais je me souviens que Roger revenait de son voyage de Laftel avec Oden, et une case présentait la mer sur laquelle il était comme une mer calme, ce qui aurait pu donner du crédit à cette idée. Mais bref, avec les nouvelles révélations qu'on a dans ce chapitre, j'ai effectivement aussi l'impression que l'ancien royaume est sous l'eau, plus précisément qu'il se trouve dans un trou d'eau comme Lulusia et Enies Lobby suite à sa destruction. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a plus de signal magnétique et que le logpost de Roger tournait dans tous les sens sur Lodestar, car l'ancien royaume ne peut ni se trouver ni être accessible comme une île normale. Salut, Joy-Boy qui se bat pendant environ 100 ans contre 20 royaumes, c'est pas un peu bizarre? Il était d'une race que l'on ne connaît pas pour se battre pendant 100 ans, ou avait-il un allié qui le rajeunissait, etc. Qu'en penses-tu? Joy-Boy est né il y a 900 ans, donc il ne s'est pas battu tout de suite non plus. Si c'était un géant ou un boucanier et que son espérance de vie était supérieure à la moyenne, à 100 piges, il devait avoir peut-être la même fougue qu'avait Roger à l'âge où il a atteint Laftel. Donc je pense que c'est assez cohérent. Après, le siècle oublié n'est peut-être pas lié à 100% à Joy-Boy non plus, et si ça concerne par exemple deux idéaux opposés comme l'esclavagisme des royaumes et la liberté que voulait l'ancien royaume, peut-être que les négociations ont débuté très tôt avant de prendre un tournant un peu catastrophique à cause de Joy-Boy qui aurait découvert des choses obscures sur les 20 royaumes. Tu ne trouves pas les révélations de ce chapitre un petit peu prévisibles dans le sens où les lecteurs assidus connaissent toutes ces révélations depuis quelques années maintenant? Finalement, n'avons-nous pas déjà deviné la fin de l'œuvre? Alors, c'est pas tant prévisible que ça, c'est surtout que beaucoup de choses nous avaient été déjà dites par le passé du côté de Clover. La guerre, les armes antiques, le royaume prospère, ça nous avait permis d'imaginer pas mal d'éléments. Plus tard, on a appris que Joy-Boy était comme Luffy, qu'ils avaient le même fruit, donc en vrai de vrai, la seule grosse révélation de ce chapitre, et même du message de Vegapunk pour l'instant, c'est que Joy-Boy était un pirate, mais aussi et surtout que le monde a été englouti, que les continents ont été engloutis. Et même là, des gens comme Nina ont pu le théoriser et baser toutes leurs théories autour. Donc si on apprend des choses, mais des choses qu'Oda nous a déjà plus ou moins expliquées, rappelle-toi que Vegapunk disait n'avoir lu qu'une parcelle de ces poneglyphes, la véritable histoire, on ne la connaît pas, et ça change pas mal de choses. Je suis sûr qu'en comparant avec ce que Roger a découvert, on aura la sensation que ce n'est plus du tout le même manga, tellement ça sera différent. Comment se fait-il que les hommes poissons ne sont pas au courant pour les anciens vestiges? C'est quand même l'espèce la plus à même de pouvoir comprendre cette partie de l'histoire. Alors j'ai envie de dire oui, t'as raison, mais dans le monde de One Piece, de toute façon, qui écouterait les hommes poissons? Quand on sait que seuls les archéologues d'Ohara se sont amusés à décrypter les poneglyphes 800 ans après leur éparpillement dans le monde, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions de ce côté-là. Déjà quand tu vois qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient un siècle vide sans aucune information, c'est bien qu'ils ne sont pas très curieux dans le monde de One Piece. Donc les hommes poissons, ça doit être la même. Alors moi perso, ça m'étonne vraiment pas tant que ça qu'ils ne sachent pas ce qu'il y a sous la mer, alors que même dans le ciel, une civilisation d'êtres ailés existe et personne n'est foutu d'y croire ou d'y aller. Salut Goji, serait-il possible que Joy-Boy ait été trahi par Zou et le robot géant, ce qui a entraîné sa défaite? Depuis qu'on les a vus, ils font que de s'excuser envers Joy-Boy comme s'ils regrettaient un acte. C'est ce que je me dis aussi, mais j'arrive vraiment pas à comprendre comment des Nakama de Joy-Boy ont pu le trahir ou... Ouais, je vois pas. Est-ce qu'ils ont été dupés? Est-ce que c'est Joy-Boy qui leur a ordonné quelque chose, ce qui a causé sa mort? Je ne sais pas. Ils ont peut-être, ils vivent avec des remords, mais je ne sais pas quelle sorte de remords. Je sais pas si vous avez aussi remarqué, mais quand Vegapunk parle de la défaite de Joy-Boy, on voit au même moment Zou et le robot ensemble. Donc cette case avec le texte me fait vraiment penser qu'ils n'ont pas pu empêcher la mort de Joy-Boy, la défaite de Joy-Boy, à cause de quelque chose qu'on leur a fait. Je me demande même si Joy-Boy n'a pas simplement été le premier pirate à être exécuté au monde et qu'aucun de ses alliés n'a pu lui venir en aide à ce moment-là. En tout cas, ces deux êtres semblent être trop bons pour être volontairement à l'origine de sa défaite. Pourquoi, selon Roger, l'histoire de Joy-Boy était si drôle qu'il aurait aimé vivre à son époque en sachant que c'était un siècle de guerre et de ravages mondiaux? Car il parlait de l'époque du Joy-Boy futur et non passé. Il parlait non pas de Joy-Boy premier du nom d'il y a 800 ans, mais du futur Joy-Boy qui viendrait, soit Luffy. Roger, c'était un fou du combat, c'est un curieux de l'histoire, c'est lui qui a eu le moins de chance dans One Piece, tout personnage confondu, car en tant que pirate et premier à découvrir Laftel, il a appris à être arrivé trop tôt. Il n'avait pas sa place dans l'histoire qu'il venait de découvrir, c'est horrible, c'était une punition pour lui. Je pense que c'est la raison pour laquelle du coup il voulait vivre à l'époque de Joy-Boy, seulement 20 ans plus tard, car Roger savait qu'il allait mourir et qu'il était aux portes de ce qu'il attendait le plus, et donc il ne pourrait pas y participer, et il savait également tout le cataclysme qui allait avoir lieu et qui allait défaire le gouvernement. Donc oui, vraiment, Roger n'a pas été chanceux, c'est terrible ce qu'il a vécu même. Salut, est-ce que tu
pense qu'il y a une possibilité que Joy Boy ne soit pas le gentil de l'histoire finalement. Alors quand on lit le chapitre comme ça, oui, mais en vrai, gardons à l'esprit qu'il a le fruit de Nika, celui de la libération, et que ce fruit choisit qui le possède, de par sa volonté de Zoan mythique. Pour le coup, j'ai confiance en la divinité du soleil plus que dans les personnages en eux-mêmes. Si Oda lui a conféré un tel pouvoir, c'est que Joy Boy le méritait et donc qu'il était gentil. Je dis pas que tous ses actes étaient bons et qu'il avait raison sur toute la ligne, car on apprendra peut-être qu'il avait des torts, etc. Mais franchement, n'oublions pas non plus qui sont les gentils actuels de l'histoire. Luffy et Joy Boy, les Tenryubito sont les 20 royaumes contre lesquels Joy Boy se battait. Les calculs me semblent être assez vite faits, toutefois je le répète, mais il y aura forcément une nuance dans cette dualité, car pour l'instant, on n'en connaît ni le tenant, ni les aboutissants. Eh bien, voilà les bros, c'est la fin de cette review. Désolé, j'aurais voulu qu'elle soit plus longue, plus dense, plus travaillée encore, mais en ce moment, je suis vraiment mort, donc je vous prie d'être indulgent et je vous remercie surtout d'être encore là. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros. Et merci encore à Holzkern pour la sponsor. Tous les liens utiles sont dans la description.